Donc, dans cette vidéo, je vais te récapituler rapidement l'intérêt des banques centrales, leurs outils, et nous reverrons les annonces économiques, car ce sont des données qui sont très importantes sur le marché des devises. Donc, dans chaque pays qui frappe sa propre monnaie, elle possédera une banque centrale. La banque centrale va généralement pratiquer une politique monétaire dans le but de garder une croissance forte, un taux d'inflation bas, et elle va également déterminer les taux directeurs. Donc, dans chaque pays qui frappe sa propre monnaie, il y aura une banque centrale. Donc, la banque centrale aura une influence conséquente sur cette zone économique ou sur le pays dans lequel elle sera située. Mais elle va également avoir des conséquences hors de ses frontières si sa monnaie est détenue massivement par d'autres pays, comme par exemple le dollar. Les décisions de la Fed auront un impact sur un grand nombre de pays, car beaucoup de pays détiennent la monnaie comme monnaie de réserve. Donc on va revoir maintenant les outils à la disposition des banques centrales pour venir à bout de leur objectif. Donc la baisse des taux d'intérêt que je t'ai mis sur le graphique. Donc la baisse des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va baisser l'économie des gens. Les emprunts seront beaucoup plus faciles, ce qui va augmenter les dépenses et ce qui va finalement stimuler la masse monétaire, ce qui sera bénéfique pour l'économie. En contrepartie, l'inflation sera en hausse du fait que les gens vont pouvoir beaucoup plus de faire de demandes que le marché a à offrir. Donc l'inflation sera forte. Ensuite, on va revoir les Open Market Operations ou OMO. Donc les banques centrales, elles vont aller sur le marché des obligations. Elles vont acheter des obligations et l'achat des obligations fera donc augmenter la masse monétaire qui stimulera l'économie et les taux d'intérêt vont baisser, mais comme sur les taux d'intérêt, l'inflation augmentera. Ensuite, on va voir le réserve requirement. Donc, le réserve requirement. Donc, on va supposer qu'une banque dispose de 200 millions de dollars de dépôt et qu'elle soit tenue d'en détenir 10%. Donc la banque sera autorisée à prêter 180 millions de dollars, ce qui va augmenter considérablement le crédit bancaire. Et en plus de fournir un tampon contre les paniques bancaires et une couche de liquidité, les réserves obligatoires seront également utilisées comme un outil monétaire par la Fed. Et en augmentant les réserves obligataires, eh ben, la Fed va retirer l'essentiel de son argent de la masse monétaire et ce qui augmentera le coût du crédit. Et l'abaissement des réserves obligataires injecter de l'argent de l'économie en donnant aux banques des réserves excédentaires, ce qui va favoriser l'expansion du crédit bancaire et ce qui va finalement faire baisser les taux. Donc, il y a deux types de réserves requirement. Donc, les deux types, ça va être la réserve inférieure et la réserve élevée. Donc, ce qui signifie, qu'est-ce que signifie finalement une réserve inférieure? Eh bien, cela signifie que la réserve fédérale, donc la Fed, va poursuivre une politique monétaire qui va être dite expansionniste. La réduction des réserves obligatoires va signifier que les banques n'ont pas besoin de conserver autant de liquidités. Cela leur donne plus d'argent pour les prêts à la consommation et pour les prêts aux entreprises. Donc on peut voir que dans une réserve inférieure, la liquidité des banques va baisser. En contrepartie, le prêt à la consommation et le prêt aux entreprises va, elle, augmenter. Donc maintenant, pour les réserves élevées, eh ben,
une réserve élevée, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça signifie que la Fed, elle va poursuivre maintenant une politique monétaire qui va être dite restrictive. Donc, les banques vont avoir des réserves obligatoires beaucoup plus élevées, donc il y aura moins d'argent disponible à prêter aux consommateurs et aux entreprises, mais cependant, cet argent va fournir aux banques un niveau de protection contre une éventuelle faillite bancaire en cas de ralentissement économique ou de ruée sur la banque. Donc ça va faire finalement office de protection pour les banques. Donc le prêt au consommateur va baisser, tandis que la liquidité des banques va, elle, augmenter. Voyons maintenant le quantitative easing, donc le QE. Le QE, qu'est-ce que c'est? Ça va être une forme de politique monétaire qui sera dite non conventionnelle, dans laquelle une banque centrale va acheter des titres à plus long terme sur le marché libre afin finalement d'augmenter la masse monétaire et d'encourager les prêts et les investisseurs d'acheter. Donc l'achat de ces titres va ajouter finalement de l'argent frais à l'économie et ça va également servir à réduire les taux d'intérêt en offrant des titres à revenus fixes. Et ce qui va également élargir le bilan de la banque centrale. Donc le QE augmente la masse monétaire, augmente le prêt aux consommateurs, augmente l'économie, fait baisser les taux d'intérêt, mais fait augmenter le bilan de la banque centrale qui fait un QE. Dans la même lignée que le QE, on va avoir le QT, donc le quantitative tightening. Donc le quantitative tightening, ça sera lorsque la banque centrale cessera finalement d'acheter des titres et elle va laisser les obligations acquises par les personnes arriver à échéance. Et lorsque l'obligation détenue par la banque centrale sera remboursée par son émetteur, et ben en fait, la banque centrale va récupérer la valeur du remboursement de ce titre et finalement détruire la monnaie. Donc, ce qui va finalement mettre une réduction de la taille du bilan de la banque centrale. Donc, quand la Fed, par exemple, va faire un QT, eh ben, son bilan de la banque centrale va s'affaiblir. Et par exemple, on va revenir, je ne l'ai pas mis ici, mais on va aller sur le WAL LCL. Donc, le WAL LCL, c'est le bilan total de la Fed. Et là, on peut voir que la Fed est actuellement en train de faire un quantitative tightening. Donc, on peut voir que le bilan de la Fed est en ce moment en train de se réduire. Donc, un QT, c'est ça. Mais comme le QT, ça va être finalement quelque chose qui est très rare, et on n'a pas pour l'instant réellement encore de retour sur les effets d'un quantitative tightening sur l'économie. Donc maintenant qu'on a vu les outils mis à la disposition des banques centrales, et maintenant on va voir finalement les annonces économiques. Donc j'ai pas besoin de te le répéter, je pense que tu l'as compris. Concernant le Forex, il est impossible finalement de ne pas parler des annonces, car la plupart des marchés vont évoluer en fonction de celles-ci, qu'elles soient annonces économiques, des statistiques, des résultats. Les marchés vont se servir de ces annonces-là pour évoluer, et du coup finalement le marché qui va avoir le plus besoin de ces annonces pour évoluer, ça sera le marché des devises. Et c'est pour cette raison que les annonces vont spécialement être publiques et elles vont être annoncées à des heures qui vont être très précises pour que les intervenants aient l'information au même moment et pour pas qu'il y ait des intervenants en marché qui soient finalement avantagés par rapport à d'autres. Donc finalement,
les annonces économiques les plus faciles à obtenir vont bien évidemment être celles des paires principales, hein. Donc l'économie américaine et finalement l'économie de la zone euro, car ce sera également ces données qui seront le plus visionnées par les opérateurs de marché. Et c'est pour cette raison que on va revoir les annonces économiques qui vont faire bouger le marché et comment toi, grâce à Tradings économique, comment tu vas pouvoir les voir. Donc, on est sur le menu Trading économique. Tu vas dans Indicateur, Indicateur. Et la première annonce qu'on va voir, ça sera le GDP, donc le Gross Domestic Product, donc le PIB. Pour voir le PIB, tu iras dans GDP, et là tu auras tous les PIB de tous les pays et du coup tu choisiras le pays sur lequel tu désires voir le PIB. Donc là on est sur les États-Unis. Donc le PIB, pourquoi c'est un chiffre important? Parce que finalement avec le PIB, on va déterminer la progression et le dynamisme d'une économie. Donc si le PIB ressort plus haut qu'attendu, c'est finalement très bon pour l'économie. Par contre, si il sort plus bas qu'attendu, ça sera pas bon pour cette économie en particulier, et du coup sa devise pourra être impactée par un PIB qui sera faible. Donc on va voir après le CPI, donc le Consumer Price Index. Et pour voir ça, on va revenir en arrière, on va aller dans prix. Donc voilà, le Consumer Price Index. Et finalement, le Consumer Price Index, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'évolution moyenne du prix d'un panier des articles qui va être payé par les habitants d'un pays. Donc finalement, ce qui va permettre aux personnes de pouvoir avoir une idée sur l'éventuelle inflation en cours. Donc par exemple, on va aller, je sais pas, en Europe, on va aller sur la France, hein. Et donc là, on aura le CPI pour la France. Donc l'indice des prix à la consommation. Donc grâce à cet indice des prix à la consommation, on peut voir clairement que les prix augmentent, donc finalement que l'inflation est bel et bien présente. Donc le CPI, ça va être un outil pour voir le niveau d'inflation dans tel ou tel pays et finalement pouvoir prendre des décisions, car si un pays a un taux d'inflation élevé, finalement sa monnaie en pâtira. Donc maintenant on va voir le NFP. Donc le NFP qui se trouve... alors le NFP, il est ici, le Non-Farm Payroll. Finalement le Non-Farm Payroll, qu'est-ce que ça va être? Ça sera le chiffre de paie mais non agricole. Pourquoi non agricole? Parce que le secteur de l'agriculture, c'est vraiment par saison, et donc finalement les chiffres de l'agriculture seront différents d'une année à une autre. Donc c'est pour cette raison que les chiffres de l'agriculture ne sont pas pris en compte dans le NFP. Et du coup le NFP, ça va permettre finalement d'appréhender le niveau de revenu de la population, et ce qui permet de voir la consommation d'une population et de voir comment la machine économique va tourner dans le pays, car plus une personne va consommer, plus ça va être bon pour l'économie d'un pays. Donc le NFP permet de voir la santé économique du pays par la consommation de sa population. Si sa population consomme beaucoup, forcément sa masse monétaire, tout ça va être stimulé, donc ce qui va être plutôt bon pour le pays. En contrepartie, si la population consomme très peu, sa masse monétaire sera moins stimulée, ce qui sera forcément moins bon pour son PIB, etc. Donc là également, c'est un chiffre à prendre en compte. Et dans la même lignée, on va voir les unemployed rate. Donc les unemployed rate
il se trouve ici, et en fait finalement ça sera le taux de chômage. Donc le taux de chômage, eh ben, ça va permettre d'exprimer l'efficience d'une économie à faire participer sa population. Donc plus tu as de chômage dans un pays, moins de personnes travaillent. Donc si moins de personnes travaillent, moins de personnes consomment. Donc si moins de personnes consomment, eh ben, forcément, tout ce qui va être masse monétaire va être impacté. Donc le chiffre du taux de chômage va être également intéressant à regarder, et ça va te donner un indicateur futur de probabilité d'avancement ou de régression d'une économie. Donc le mieux, c'est d'avoir un taux de chômage bas pour montrer que l'économie va être stimulée justement par les travailleurs. Et maintenant, on va aller voir les retail sales. Donc les retail sales, il se trouve ici. Donc il y a le retail sales mom et yo. Donc le retail sales, c'est quoi? Et ben ça va être, comme je te l'ai dit plus haut, les dépenses par habitant dans un pays. Donc sur Trading Economic, tu as le retail sales mom et le retail sales so. Et finalement, qu'est-ce que c'est? Et ben le retail sales mom, et ben il va prendre en compte les dépenses alimentaires des habitants, tandis que le retail sales wo ne va pas prendre en compte les dépenses alimentaires. Donc comme je te l'ai dit plus haut, hein, plus les personnes dépensent, mieux c'est. Donc ça sera aussi un facteur économique à prendre en compte pour prédire la santé économique du pays en question. Et pour finir, eh ben, on va voir le FOMC. Donc le FOMC, on va se rendre sur Google, on va marquer FOMC et on va se rendre sur le site de la Fed. Donc une fois sur le site de la Fed, on va aller dans Monetary Policy, Meeting Calendar and Information. Et là, tu pourras avoir toutes les réunions prochaines du FOMC, tous les débriefs. Et du coup, ça va te permettre de savoir ce que finalement la Banque centrale américaine va décider de faire, si c'est augmenter les taux d'intérêt, etc. Ce qui va te permettre d'avoir une compréhension globale de ce que compte faire la Banque centrale du pays en question. En l'occurrence, là, ça va être pour les États-Unis. Donc, après, il y a beaucoup d'autres chiffres qui vont rythmer la vie du marché des devises, mais moi, je t'ai énuméré que les principaux qui vont avoir un impact très significatif sur les paires de devises. Donc, j'espère que ce petit récapitulatif rapide sur les banques centrales et sur les annonces économiques t'a permis de revoir plus clairement comment utiliser ça pour ton trading, car oublie pas, comprendre ces chiffres est important pour trader le marché du Forex.